Alors, Affaires culturelles reçoit aujourd'hui un écrivain prolifique. Établi en Occident, Sayer Matiba est actuellement au Sénégal pour présenter 5 ouvrages qu'il a écrits entre 2019 et 2022. Il s'agit de Prothèses poussiéreuses, le continent au cinéma, Ces mots dans mes veines, Femme forte, Fissure, le sentiment du maître ignorant. Merci Monsieur Bach d'avoir répondu à l'invitation d'Afrique culturelle. Et merci de m'avoir parmi vous, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, 5 livres en moins de 4 ans, et ils sont quand même assez volumineux. Sachant que vous êtes professeur d'études anglophones en France et au Royaume-Uni, comment trouvez-vous le temps d'écrire tout cela? C'est la première question que j'ai envie de vous poser en fait. Ouais, merci pour cette question. En fait, le temps, c'est quelque chose de relatif. Et puis aussi, le temps, on doit éviter qu'il nous possède. Donc, on essaie de prendre le temps de faire des choses. Et aussi, c'est dû à une gestation de longues années, quoi. En fait, des histoires qui peut-être m'ont accompagné pendant des années. Et au moment où je me suis assis à mon bureau pour les écrire, j'ai eu la baraka, par exemple, que ce fut facile, plus ou moins, en termes d'histoire. Mais en fait, c'est vraiment prendre le temps et vraiment aimer l'écriture et avoir la passion des sujets qui sont traités, qui me portent, en fait, parce que c'est vrai que je regarde en arrière, je me demande comment j'ai pu les faire, mais bon, je pense que c'est ça aussi, la passion de l'écriture, prendre le temps et aussi des histoires qui peut-être m'ont habité pendant longtemps. Vous parlez de sujets qui vous portent. Ouais. Qu'est-ce qui fait réellement parler votre muse? Ma muse est... Ah, je ne savais pas que j'avais une muse, mais en fait, merci de, merci de me le faire savoir. Mais en fait, je comprends sérieusement. Moi, je pense que tout ce qui est existentiel, tout ce qui nous accompagne au quotidien me parle. Euh, les thèmes, j'aime à dire que, sans prétention, que ce sont des thèmes universels. Et que, hormis le cadre culturel ou socioculturel ou de genre spécifique à un livre ou à une page ou à une histoire, tous les thèmes, que ce soit l'enfance, l'éducation, la famille, la paternité, n'est-ce pas, même la colonisation et l'indépendance, tout cela parle à l'humanité, parle à l'échelle universelle. Donc tous ces thèmes existentiels me parlent, surtout l'enfance et ce qu'on prend ou ne prend pas de l'enfance, peut-on guérir de son enfance. Et tout cela, il y a l'éducation, la famille, l'expérience personnelle, les voyages, l'interculture, l'intertextualité et tout cela. Tout cela me parle en fait. Vous semblez très nostalgique et on le sent dans votre dernier ouvrage où vous évoquez vraiment vos souvenirs d'enfance. Euh, vous regrettez d'avoir grandi? Euh, J'aime bien lire la psychologie et les psychologues et la philosophie. Et l'un des conseils que nous donnent les psychologues et les philosophes, c'est de ne jamais cesser de penser comme un enfant. On perd quelque chose de très riche. Peut-on guérir de son enfance? Ma réponse serait non. Pas catégoriquement, mais je dirais non. En fait, oui, j'essaie de rester enfant dans ma façon de voir le monde, sans naïveté, mais de façon, j'aime pas le mot pur, mais de façon vraiment sincère, de façon viscérale, n'est-ce pas? J'aime dire que je suis en fait un écrivain du ressenti, de l'affect, plutôt que des faits du point de vue cartésien. Je suis nostalgique en ce sens que je pense que ce qui fait l'individu, se passe entre 0 et peut-être 10, 12, 13 ans. Beaucoup de choses se passent en nous quand on est adolescent, beaucoup de transformations, mais de 0 à 14, 15 ans, beaucoup de choses sont installées en nous. Et donc, de ce point de vue, je veux rester enfant, je pense comme un enfant, et j'ai eu la chance d'avoir une enfance qui était heureuse, et donc sans utopie. Hein. Il y avait des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, c'était une enfance vraiment gaie, et j'aime bien tirer de la motivation, n'est-ce pas, et puis des sujets de cette enfance-là. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous dites je suis un écrivain de l'affect. Ouais. Et dans une interview, vous dites j'essaye d'écrire les ressentis plutôt que les faits. Ouais. Je ne suis pas un journaliste ni un Émile Zola, ni encore un naturaliste ou un réaliste. Je suis un écrivain. Je me vois en tant
qu'explorateur du ressenti, de l'affect, de l'altérité, je vais vers l'autre. Ouais. Alors vous citez Zola, vous citez les réalistes. Vous considérez que les réalistes n'étaient pas vraiment des écrivains? Non, je pense qu'ils étaient des écrivains. Je veux dire, j'aime dire que je suis écriveur et non écrivain. J'aime ce Écriveur, terme. c'est-à-dire? Oui, parce que tous les jours j'écris, tous les instants j'écris. Pour moi, c'est comme un maçon, j'écris. Voilà. Je ne dis pas qu'ils étaient écrivains, ils étaient écrivains autrement. Les réalistes étaient dominés par une certaine vision du monde. Les naturalistes, même chose. Alors, moi, je dis qu'en fait, en faisant cela, en disant cela, c'était par comparaison à ce que moi j'essaie de faire. Je ne nie pas le fait que les faits existent. Si je devais écrire sur cet entretien, les faits sont là, l'heure, mon retard, n'est-ce pas? Les sujets dont on a discuté, ils vont être là. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est quel était le ressenti, quel était cet affect-là, quelle était cette chimie, cette alchimie, cette chimie entre la journaliste et moi-même, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai ressenti au moment où je me suis assis? Ce sont des choses comme ça pour moi qui n'enlèvent en rien les faits, mais prédominent mes écrits. Et le dernier livre est un livre d'essai. Je suis passé dans un programme où on m'a dit, en fait, oui, mais l'essai, il se transforme en manifeste, c'est une méditation, on dirait que vous êtes un rêveur qui se promène. Et j'aime bien ça, parce que je pense que c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes des êtres subjectifs. L'objectivité, d'accord, il existe, mais à quel degré? Nous sommes des êtres subjectifs. Et donc j'aime bien ce qui est viscéral, ce que je ressens. Et je dis toujours que je ne décris jamais, je ne me mets jamais à ma table, à mon bureau, en pensant en lectorat. Jamais de la vie. J'écris du ressenti, j'écris des histoires qui trouveront, peut-être, si j'ai de la chance, leur lectorat. Voilà. Vous dites tout à l'heure que votre dernier livre, c'est un essai. C'est des essais, en fait, c'est un ensemble d'essais. Mais vous dites en même temps que vous n'aimez pas les dictats littéraires. Donc sur quoi vous basez-vous pour dire ça, c'est un roman? Ou c'est un roman selon vous? Parce qu'avant vous, il y a des écrivains qui ont refusé cela, qui ont même refusé le dictat de la langue, comme Nkrumah. Aujourd'hui, vous trouvez dans la même veine en vous disant « je ne vais pas en fait faire un roman en suivant ce qu'on appelle peut-être ce que les autres ont décidé en fait, le chemin que les autres ont décidé de tracer pour que ça soit un roman, dire qu'il faut ceci, cela pour avoir un roman, mais vous écrivez de manière libre. Maintenant, comment vous faites pour dire aujourd'hui j'ai un essai, aujourd'hui j'ai un roman? Bon, moi, personnellement, on est dans une réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est quoi? C'est qu'on produit un film, on produit un livre, on produit un documentaire, et il va vers des éditeurs ou vers une maison de publication, une maison d'édition. Donc, ces maisons d'édition fonctionnent avec des catégories plus ou moins rigides. Et donc, quand je me suis mis à écrire, je me suis dit, heureusement que je n'ai pas peur de l'échec. Ce qui m'intéresse, moi, dans 100 ans, si jamais une ligne que j'ai écrite aura survécu, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'en fait, il aura essayé. Alors, je n'ai pas peur de l'échec. Donc, bon, maintenant, pour répondre à votre question, ce sont des réalités. Je donne un exemple. Ces 5 ouvrages, à part celui qui est prédominamment des essais, plus ou moins philosophiques, en fait, tous les textes sont allés à 2 ou 3 éditeurs et me sont revenus avec un retour, des retours, je dirais, qui ne s'accordent pas sur le genre. Voilà. J'ai dû choisir entre récit et roman, nouvelle et récit, pour plaire, ou bon, pas pour plaire, mais pour que le projet soit satisfaisant pour les éditeurs, pour qu'ils puissent commercialiser. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais, donc, pour moi, je ne détermine pas. Je ne suis pas rigide. J'ai lu il y a 3-4 ans une romancière française qui est basée à Lyon, qui s'appelle Sophie Divry. Elle a créé un livre qui s'appelle « Rouvrir le roman ». C'est exactement cela, en fait. Elle a fait une histoire, l'histoire de l'esthétique. Pourquoi? En fait, pour dire qu'en fait, pourquoi on veut s'accorder à dire qu'il y a une façon de déterminer ce qu'est un roman. Moi, je suis né dans une culture. Ici, je suis né à Bignona, j'ai grandi, parce que mon père était officier de gendarmerie, je suis né à Bignona, on a fait un peu partout, le Sénégal, à Dakar, et j'ai fait différentes écoles. J'ai eu différents maîtres et maîtresses, j'ai eu différents profs, différentes sensibilités. Et une chose, même à la maison, on avait le sentiment qu'on pouvait
s'intéresser à la fois à la photographie, à Tintin, au Scrabble. Et pour moi, les formes, la rigidité n'existait pas. Et donc j'ai grandi dans ce milieu-là et je suis devenu prof de littérature, prof de cinéma, prof d'études culturelles. Et mes cours et mes modules tournent autour de ça. Et je pense que c'est ça qui me porte. Je ne dis pas que je vais déterminer une nouvelle forme, mais je dis que je m'accorde à être libre. J'aime citer Toni Morrison. Toni Morrison a dit, en fait, pourquoi elle est devenue écrivaine? Parce qu'elle était bibliothécaire, elle avait des jobs, elle lisait beaucoup, mais elle se dit, je n'ai pas encore lu le livre que j'aurais voulu lire ou écrire. Je pense qu'elle a dit, je paraphrase, le livre que j'aurais voulu écrire. Je ne l'ai pas vu, le livre que j'aime vraiment. Alors je vais l'écrire. Très bonne décision. Ça, cela m'a marqué, n'est-ce pas, comme quelque chose que j'ai lu. Et donc voilà, pour moi, le roman peut être plusieurs choses. Et si Marcel Proust n'avait pas le courage de faire ce qu'il avait fait, on n'aurait pas parlé de Proust aujourd'hui. Beaucoup d'écrivains de la littérature mondiale à travers l'histoire qui me plaisent sont des écrivains et des écrivaines qui ont compris les codes, qui ont compris les règles, mais ont décidé de les mettre de côté et faire autre chose. Et donc moi, en faisant ce que je fais, je les remercie parce que c'est sur leurs épaules que je me tiens pour dire que voilà, j'ai le courage, je me mets à la table, j'écris l'histoire. Pour moi, les personnages, les thèmes, les situations déterminent la forme du texte plutôt que de démarrer et de dire je vais écrire un roman. Ça, je ne l'ai jamais fait et j'espère que je ne le ferai jamais. Ok. Vous dites, on produit, tout à l'heure vous avez dit, on produit un film. Ouais. On peut penser que, en fait, la langue a trébuché peut-être, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, vous comparez vraiment vos écrits à... Vous comparez votre plume à une caméra. Et je pense que quand vous dites que vous écrivez le ressenti des autres, c'est-à-dire, il n'y a pas mieux qu'une caméra peut-être pour montrer cela, mais vous le faites à travers votre plume. Vous êtes professeur de cinéma aussi, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui a eu de l'impact sur vos écrits? C'est-à-dire, en écrivant, c'est comme si vous voulez faire aussi passer une caméra et que ça sera peut-être porté à l'écran. Oui, mais il faut qu'on retourne un peu en arrière parce que, en fait, j'ai grandi, comme j'ai dit, dans une culture très riche et mes années formatrices, si on peut les appeler ainsi, se sont passées entre la Médina, Koloban, les HLM, Niari Tali, jusqu'au cinéma Al-Akbar, au Jet d'eau. D'accord? Parce qu'on a passé beaucoup de temps à la caserne Samba Diallo. Et donc, étant enfant, le cinéma a toujours fait partie de moi. Il y avait un moment où on se cachait pour aller au cinéma, parce qu'on n'était pas autorisé à aller au cinéma. Donc ce langage cinématographique, encore je reviens au ressenti, au viscéral, au subjectif, j'ai toujours été collé au cinéma. Donc ce langage-là que je ne comprenais pas du point de vue intellectuel, parce que j'étais enfant et adolescent, était encore en moi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand on s'échappait le soir pour aller au cinéma, on n'allait pas dans le cinéma, on allait à côté du cinéma. On écoutait les films quand on était jeune. Quand je lis ou je regarde des interviews de Djibril Diop Mambéty, je me dis, nous on a fait ça. C'est ce qu'on faisait à Colobane, au cinéma luxe. Ce qu'on faisait à la Médina. Donc en fait, je pense que quelque part, j'ai intériorisé un langage cinématographique avant même de comprendre ce que c'était. Ensuite, étant donné qu'il fallait aller à l'école, qu'il fallait apprendre le français, qu'il fallait apprendre la structure, la langue. Donc peut-être que quand j'ai cet amour du cinéma qui m'est resté, et combiné au fait que j'étais enfant, quand je m'étais collé au cinéma, quand je m'intéressais au cinéma, la littérature est venue, l'écriture est venue se calquer sur ce langage-là. Bon, à 26 ans, 25 ans, 26 ans, j'étais maître assistant en Angleterre. Alors, je suis venu et ils m'ont dit, vous êtes prof de littérature. Mais en fait, je leur dis, mais vous voyez que vous avez Saint-Ben Ousmane, Assia Djeba, tous ces gens-là font des films. On ne peut pas faire un module sans le cinéma. Donc, j'ai commencé à enseigner des modules où il y avait film et littérature. Et là, beaucoup de choses se sont réveillées en moi, de mon enfance. Encore, on revient à l'enfance, n'est-ce pas? De mon enfance. Et depuis lors, je n'ai pas pu me défaire de cette interaction, de cette imbrication de langage, de textualité, parce que le texte visuel, c'est un langage différent. Et pour finir, pour répondre à cela, j'ai fait des modules d'adaptation.
J'ai enseigné l'adaptation cinématographique parce que quand je suis arrivé en 94-95, dans ce coin d'Europe-là, les étudiants et les étudiantes parlaient de « Ah, je préfère le livre, j'aime pas tellement le film, le livre est meilleur, le film est meilleur ». Je leur dis « Vous n'avez rien compris. Où est le pont ?» Ce sont deux langages différents. Maintenant, quand on dit adaptation, ça veut dire qu'on prend un texte qu'on adapte à l'écran. Le langage cinématographique, on peut prendre 100 pages et le mettre en 2 minutes ou en 1 minute. C'est ça qui m'intéresse. Donc pour moi, ce n'est pas une ligne droite, c'est vraiment quelque chose qui va, un va-et-vient. Et c'est un va-et-vient entre les deux. Et je pense que aussi, il y a la figure du cercle, de la roue dans ce que je fais. Tout est lié, en fait. Je crois que c'est Umberto Eco qui disait que la meilleure invention, ou pardon, l'invention la plus parfaite, c'est la roue. Et moi, je dirais que l'invention la plus parfaite, c'est le cercle. Tout est lié. Donc, c'est voilà, je ne vois pas de différence, je ne vois pas de nuance, je vois une interaction et deux textualités différentes qui se parlent. Vous citez Toni Morrison, vous citez Djibril Diop Mambéty, vous refusez le dictat. Alors, vous êtes un anticonformiste, on va dire. Vous aimez des auteurs qui n'aimaient pas être ce qu'on appelle peut-être dans le moule. Vous vous voyez de la même manière? Je vois les choses en fluidité. J'aime la fluidité. J'adore la fluidité. J'ai fait une thèse de doctorat, je suis supposé être un spécialiste du documentaire, n'est-ce pas? De l'esthétique du documentaire noir. Quand je dis cela, ce sont les documentaires faits par les Noirs et aussi qui incarnent, n'est-ce pas? Qui mettent à l'écran de la peau à la culture noire. Et quand j'ai fait cette thèse-là, j'ai utilisé comme sujet le plus controversé du XXe siècle, Malcolm X comme corps, comme sujet. C'était ma thèse de doctorat. Mais c'est un doctorat de cinéma et de culture visuelle et puis de philosophie de l'image. Donc lorsque je fais cela, ce que j'essaie de créer, c'est une fluidité entre les théories et les pratiques. J'aime les choses qui coulent, okay? La théorie liquide. Et donc pour parvenir à cela, il faut vraiment faire non seulement des concessions, mais essayer de vraiment de faire attention à ce qui est vraiment très, très, très occidental et très anti, n'est-ce pas, traditionnellement africain. Parce que, en fait, le multiculturel, le multilinguistique, nous, on le prend comme fait accompli parce qu'on est dedans. On est né dedans. On peut prendre dans n'importe quel domaine. La religion. Je dis, moi, je buvais d'une galar quand j'avais 5-6 ans. Pourquoi? Parce que nos voisins avaient une communion. Et ils venaient à la Tabaski. Moi, j'ai été à l'école privée catholique avec mes frères et sœurs. On était là. Et moi, j'ai beaucoup appris. Et quand je parle maintenant, je suis dans un institut international catholique, ou je suis dans une section anglophone qui est américaine à Paris, et nous discutons. Je viens dans un cours de catéchisme, juste parce que je suis curieux. On discute, mais comment sais-tu tout ça? Parce qu'il faut aller à Saint-Joseph de Cluny, à la Médina, au Sacré-Cœur à Dakar, au collège Saint-Gabriel à Thiès, et vous allez comprendre pourquoi. Donc cette fluidité, c'est ce qui m'intéresse. C'est pourquoi je me dis, ok, je ne peux pas commencer en me disant que c'est un roman, c'est une nouvelle, je vais faire... Non, je laisse l'histoire guider cette forme. À la fin, on aura un choix, au moins entre deux formes, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi je ne dis pas que je suis anticonformiste, mais le conformisme, je le prends avec des pincettes, je dirais. Je me conforme, mais je me conforme à quoi? Qu'est-ce que vous m'offrez? Je me conforme à quoi? Et ça a énervé mes professeurs. Ce qui reste prépondérant dans vos œuvres, c'est l'Afrique en fait. En ce sens-là. Au-delà du fait que vous êtes né ici et que vous avez fait toutes vos études ici, qu'est-ce qui explique cette présence vraiment forte de l'Afrique dans vos œuvres? À part le fait que je sois né ici, qui est déterminant, je vais vous citer Kwame Nkrumah, qui avait dit qu'en fait, je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais je suis africain parce que je porte l'Afrique en moi. Ça peut répondre à cette question parce qu'en fait, quand je dis que nous avons tous des années formatrices, des années qui nous font ou nous défont. Personnellement, plus ou moins, parce que j'adore lire les psychologues, j'utilise ma vie pour essayer de comprendre ce qui m'a fait, à part l'évidence de mes parents comme ma mère qui est derrière moi, que j'adore, et les choses pratiques, qu'est-ce qui m'a fait? Ce qui m'a fait, en fait, c'est cela, le fait que je porte. Nous sommes des êtres culturels, des entités culturelles. Qu'on me transpose au pôle Nord,
ou que je sois à Dakar, il y a des choses qui sont en moi qui font que et ces choses-là ont été prédominamment africaines par la force des choses. Et donc, je dis toujours que l'Afrique, il faut la chercher dans mes œuvres, mais elle est évidente, elle est là, elle est partout dans mes œuvres. Mais il faut des fois la chercher. Même si on parle de métissage, l'Afrique est là-dedans. Mais quand on parle de culture, de méthode d'enseignement, de cinéma, de caméra, l'Afrique est présente. Et je dis toujours, parce que j'adore le cinéma, que j'ai toujours, nous avons inventé le cinéma avant que la technologie ne soit née. Et ce n'est pas juste une déclaration qui est vide. Il y a des colloques là-dessus, n'est-ce pas, des séminaires là-dessus. J'ai édité un livre en 2012 où j'étais content. J'ai écrit un chapitre dans ce livre-là, du Westernizing Film Studies, avec un collègue. Et il y avait un cinéaste sud-africain qui avait défendu cette idée-là en allant aussi loin que les San et les Khoi qui sont vraiment nos ancêtres et les ancêtres des Chinois, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est ça qui explique peut-être, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ça qui l'explique. L'Afrique est en moi et l'Afrique est dans mes œuvres, partout dans mes œuvres. Donc, et j'en suis fier en fait. Alors moi, il y a un nouveau livre qui m'intéresse particulièrement, ces femmes fortes. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir ce livre-là? À sortir ce livre, ouais. J'ai lu le 4e de couverture, mais j'aimerais bien savoir ce qui vous a mené à vraiment écrire ce livre. À écrire ce livre-là. Oui, encore une fois, on va retourner un peu loin parce que j'ai eu la chance d'avoir des modèles paternels, n'est-ce pas, des modèles d'hommes, dont mon père. Je l'ai dit dans mon dernier livre, l'hommage c'est à mon penseur favori qui était mon père. C'était un militaire, mais je lui ai toujours demandé, mais qu'est-ce que tu fais dans l'armée? C'est un officier supérieur de l'armée qui aimait philosophie, qui aimait la littérature, qui aimait beaucoup de choses, Amadou Hampâté Bâ, les contes et tout cela. Mais bon, à part ces modèles-là, dont l'abbé Jacques, pas l'abbé Jacques maintenant, l'abbé Jacques des années 70 et 80 à Thiès, qui était vraiment un abbé clairvoyant. Moi, j'adore cet abbé-là. Il y a des hommes qui m'ont influencé. J'ai des maîtres, des professeurs, dont 2 qui seront là dans mon présidium. Mais j'ai été entouré de femmes fortes, dont celle qui est derrière moi. Forte non pas en termes d'autoritaire, mais forte en termes d'instruction, en termes de modèle, en termes de connaissance et de pouvoir élever un garçon. Donc ma grand-mère maternelle était ma tante. La photo qui est au-dessus sur la couverture, qui est ma grande sœur, qui a bien voulu se prêter au jeu, ce sont des femmes fortes, n'est-ce pas, qui m'ont beaucoup apporté. Et donc moi, il était toujours naturel pour moi qu'un jour, une histoire, des histoires mettraient en exergue cela parce qu'en fait, ce qui m'a fait passe par des femmes fortes, des femmes instruites, des femmes qui ont eu à l'époque le baccalauréat. C'était pas donné dans les années 60-70. Des femmes qui ont fait des études universitaires et qui se sont retrouvées dans différents domaines, n'est-ce pas? Le cinéma, l'écriture, femmes au foyer, ça ne faisait pas de différence. Et donc moi j'ai voulu rendre hommage à ces femmes-là. C'était le prémisse de l'histoire. Et aussi, il y a l'expérience, mon expérience personnelle dans différentes parties du monde qui m'ont montré qu'en fait, si c'était un business model, je l'aurais adopté et je l'aurais dilapidé un peu partout, je l'aurais distribué un peu partout dans le monde. Parce que vraiment, cette force-là, pour moi, le féminisme, c'est quelque chose qui est naturel. C'est parce que j'avais des femmes fortes autour de moi. Et c'est pourquoi le titre, je peine toujours à avoir des titres de livres parce que j'écris mes histoires. Je ne me préoccupe pas de titres. Mais c'est l'une des rares fois où je n'ai pas vraiment hésité. Je n'ai pas hésité. Je revois le panthéon, parce que c'est un panthéon de femmes fortes qui ont vraiment influencé ma vie. Et je me dis, il n'y a pas photo, ce sont des femmes fortes. Et donc c'est ça qui explique en fait cette histoire-là. C'est de la fiction, mais le prémisse c'est vraiment quelque chose qui est en moi. De la fiction, j'ai l'impression que c'est des plaidoyers, mais des plaidoyers qui passent par les voix de 4 femmes. Une écrivaine, une cinéaste, une animatrice culturelle et une activiste. On va dire que les 3 peut-être, parce que je ne sais pas l'activiste dans quoi elle évolue, mais les 3 peut-être ont en commun la culture. L'écrivaine, animatrice culturelle, cinéaste. Alors, pourquoi avoir décidé de passer par la culture pour faire passer des messages de femmes? Ok, parce que je pense que la culture,
on ne doit pas penser à la culture comme quelque chose de marginal ou comme quelque chose d'une politique de gouvernement. La culture, c'est notre entité, c'est ce qui nous font. On a parlé tout de suite de l'Afrique, d'être africain. Qu'est-ce qu'on transporte? Nous sommes des êtres culturels. Donc pour moi, tout ce que l'on fait passe par cette culture-là. Pourquoi est-ce que Cheikh Anta Diop nous poussait à apprendre des choses abstraites, théoriques dans nos langues nationales? Parce qu'on a une sensibilité culturelle à apporter à la connaissance universelle. Donc pour moi, quelle que soit la fonction de ces femmes, ce sont des femmes qui sont des êtres culturels. Et une chose dans le livre, ce sont des êtres qui sont quadriculturels, n'est-ce pas? Donc il y a une haïtienne là-dedans qui est autre chose. Il y a une Française qui est née en Afrique, qui a grandi en Afrique, qui est retournée en France, qui n'est plus la même. Donc qui a amené sa culture de Djibouti et du Cameroun. On a une Haïtienne qui a toute la mémoire de ses parents qui étaient des réfugiés en Europe et qui ont souffert sous, par exemple, Michel Rocard, qui disait que nous ne pouvons pas acquérir l'Europe ne peut pas acquérir toute la misère du monde. Donc ce bagage-là, et elle a une autre entité, donc elle est activiste culturelle. On a une Nouvelle-Calédonienne qui est kanak et qui milite pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc ce sont 4 femmes qui viennent d'horizons vraiment très variés, mais qui sont imbus de culture, qui sont des êtres culturels. Et c'est la culture qui propose le plus gros challenge au refus d'altérité et à l'extrême droite et à toutes les dérives que l'on voit depuis une trentaine, cinquantaine, une centaine d'années. La culture est un rempart contre cela. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit replacer au centre de l'être plutôt que quelque chose qu'on va chercher. C'est que nous sommes notre culture. La preuve, je ne peux plus me réclamer comme Africain sénégalais comme je l'étais durant mes premières 25 années de vie, parce que je n'ai pas vécu sur ce continent. Quand on ne retourne jamais, Stuart Hall disait qu'on ne retourne jamais chez soi. On y retourne, ce n'est plus le chez-soi qu'on a laissé. Nous avons changé, le chez-soi a changé, notre famille a changé, donc on renégocie. Tout ça, c'est la culture qui fait. Donc c'est le rempart contre l'obscurantisme et l'ignorance. Et ces femmes fortes l'ont compris. Alors, on arrive au terme de cet entretien-là. Ouais. Monsieur Ba, où est-ce qu'on peut trouver tous ces livres-là, les 5 que vous avez sortis? La première, le premier, bien, les premières plateformes sont digitales. Il y en a 300, okay? Dont la FNAC, Amazon, 2 sites, il y en a 300. Jusqu'au Canada, on peut trouver ces livres-là. Bon, maintenant, moi j'ai toujours dit qu'à défaut de pouvoir être édité chez moi, je vais développer un créneau de distribution chez moi. Donc, j'ai commencé un peu sur le tard parce que je vais digresser un peu pour dire, comme Umberto Eco, que je suis un jeune écrivain et je mourrai jeune écrivain. Oui. Voilà, non pas par l'âge, mais par l'entrée en écriture. Donc, j'ai commencé des contacts par rapport aux libraires et c'est très positif parce que je vais faire des dépôts chez les libraires. Tous les libraires qui sont à Dakar et un peu partout au Sénégal, je pense que ça va se faire. Pour le moment, j'ai une sœur qui est extraordinaire, qui bossait au ministère de la Culture et elle a changé de service maintenant, qui est mon relais ici. Sur les réseaux sociaux et sur ma page d'auteur, j'avais mis les numéros de téléphone, etc., pour pouvoir obtenir mes livres. Ouais. Et aussi, je dois dire une chose, que mes livres sont commercialisés au prix du marché local, pas au prix du marché d'Europe. Donc j'y tiens, parce que les droits me reviennent au bout d'un certain temps, et dès que ça se passe, le livre il est cassé. Comme vous achetez un livre de Saher Matiba, ce sera un livre comme un livre de notre auteur ou d'une autrice d'ici. Donc c'est en chantier. Et il viendra un moment où, j'espère très bientôt, où non seulement l'édition se fera ici, mais aussi la distribution sera tellement accessible qu'on trouvera les livres partout. Mais nous avons les plateformes digitales, nous avons les libraires, ça arrive, nous avons la distribution privée qui est ma sœur. Et sur toutes ces plateformes, ici en Afrique, Été heureux de vous avoir sur notre plateau. Pareillement, je vous remercie de m'avoir reçu. C'est vraiment un plaisir et j'ai vraiment apprécié et aimé l'entretien. Merci beaucoup. Merci.